Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'avenir de la sci-fi, hein, pour faire un petit récap et voir les prévisions ou ce qu'on peut penser avec Thibaut par rapport à cette partie de l'industrie qui a été du coup assez malmenée en 2022, hein, et qui continue de l'être d'ailleurs en 2023. On a eu Celsius, on a eu FTX aussi qui était dans la tourmente, BlockFi qui est en train d'être liquidé. On a des informations assez pessimistes sur Nexo qui commencent à arriver avec les locaux qui ont été investis par la police à Sofia en Bulgarie. Donc voilà, pas mal d'acteurs et d'acteurs principaux, on va dire, de leaders dans la partie sci-fi de l'industrie, alors pas forcément des exchanges, mais aussi des plateformes centralisées qui proposaient des services financiers, voilà, déposer des cryptos contre des rendements, hein, basiquement, ou alors des services un peu plus poussés, mais c'était plutôt ça dans l'ensemble, et donc qui était, comme je l'ai dit, très malmené en 2022, et qui pose même question, pour ma part au moins, sur l'avenir de ce secteur et comment ça va évoluer, et si aussi, tout simplement, ce qu'on verra avec Thibaut, est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'il faut à utiliser ces services-là, ou est-ce qu'il faut carrément les laisser tomber, passer à la DeFi et puis en entendre parler. Donc ça sera un peu ce qu'on va discuter. Donc pour ma part, pour commencer peut-être, c'est vrai que quand j'ai commencé la crypto, et même il y a cela pas si longtemps que ça, peut-être 2 ans en arrière, j'avais une vision un peu plus nuancée, et même j'ai creusé des projets de sci-fi pour voir si c'était réellement intéressant, et même ça faisait partie il y a cela 2 ans d'une partie de ma stratégie de sortie, c'est-à-dire une fois que j'aurais pris mes plus-values, peut-être pourquoi pas diversifier en plusieurs stablecoins, en mettre une partie en réserve pour pouvoir réinvestir, une partie dans la DeFi, une partie aussi sur la partie CeFi, hein, c'est une partie des stablecoins, j'avais potentiellement prévu de le faire. Bon, au final, c'est pas concrétisé, tant mieux. Mais il y a toute cette partie-là, au final, de CeFi qui attire pas mal de personnes, et des fois des débutants, ou même des fois des plus expérimentés, mais en se disant, je vais laisser mes cryptos et j'aurai 10% quand ça, entre 10-15% si ça va bien, avec des fois des tokens qui vont une incentive, ou je sais pas comment on dit, une incentive token, mais un token qui va chercher à inciter les gens à déposer plus de crypto pour avoir plus de rendement, comme ça pouvait être le cas de Cell, hein, sur Celsius, et qui avait été aussi ce modèle qui était mis en place, détenir le token de la plateforme pour avoir plus de rendement. Et du coup, de cette vision-là où c'était un peu plus nuancé, moi je suis passé carrément, voilà, je veux plus en entendre parler. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, et la gestion des clés privées, pour moi, ça devient et c'est devenu primordial de bien comprendre et comment ça marche, et dans tous les cas de se former avant d'investir dans la crypto-monnaie, c'est-à-dire se laisser avoir par des plateformes comme ça dans le futur, ça va devenir de moins en moins acceptable avec tout l'historique qu'on a. Pour ma part, au moins, moi, c'est quelque chose que je ne regarderai plus du tout. Et c'est vrai que quand on y pense, se dire, même de la stratégie au départ, la stratégie que j'avais de se dire, j'ai pris des risques qui sont quand même contrôlés. Bon, de l'argent que je pouvais me permettre de perdre, mais quand même, il y avait quelques risques qui étaient impliqués. J'avais ma stratégie d'investissement, j'ai fait ce qu'il fallait faire, voilà, j'ai suivi mes étapes, un peu de DCA. Après, j'ai vendu, pas au pic, hein, on va pas se mentir, mais j'avais quand même une stratégie de sortie. Dès que j'avais certains multiples, voilà, je sortais petit à petit, j'ai su prendre des bénéfices, donc c'est déjà bien, on va dire, hein, par rapport à la plupart des gens ou qui prennent aucun bénéfice ou qui rentrent au sommet. Donc là, déjà, si vous êtes arriver à sortir des bénéfices, moi je considère que c'est déjà bien. Après, forcément, tu peux pas timer ni le bottom ni le top, donc déjà réussir à prendre des bénéfices, et du coup aller mettre en péril un petit peu ces plus-values qui sont quand même difficiles à prendre. L'air de rien, c'est pas si facile que ça. Laisser ces plus-values sur une plateforme de CeFi pour un maigre rendement entre guillemets de 10%, avec tous les risques au final qui sont énormes, parce qu'on pouvait jusqu'à présent se dire bon, ils gèrent bien les risques, c'est quand même des professionnels, c'est des investisseurs aguerris qui ont même des fois un historique de succès. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils ont aussi un historique des fois de fraude ou de projets qui ont un peu moins marché. Et surtout quand on regarde le post-mortem, hein, donc des choses qu'on ne peut pas savoir avant que ça sorte, mais mon post-mortem, j'entends une fois toutes les analyses qui sont faites, qui ressortent dans les liquidations, dans les procès, où là on va vraiment fouiller dans les documents, les gens sont mis sous pression pour parler, on se rend compte que la gestion est catastrophique. Donc du coup, aller mettre en péril ses plus-values, ou même
son avenir financier, entre guillemets. Bon, c'est peut-être un peu fort, mais bon, dans tous les cas, ces investissements pour obtenir des rendements comme ce que peut ou pouvait proposer la CeFi, moi, c'est quelque chose que j'ai mis totalement de côté. Je sais pas toi, Thibaut, ce que tu en penses peut-être pour Si, si, laisser un si, peu moi la parole. je suis d'accord avec toi là-dessus. Après, ça dépend des objectifs qu'on se fixe et ça dépend des résultats qu'on a envie d'avoir et de notre niveau de compétence. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, quand tu leur parles de DeFi, déjà, c'est quand même compliqué parce que bah, utiliser MetaMask, le lier à la Ledger, utiliser des applications décentralisées, savoir révoquer des contrats, etc., déconnecter des applications. Enfin, derrière, en fait, la crypto, ça implique une très forte responsabilité dans la gestion des fonds et comprendre que les erreurs qu'on fait, en fait, derrière, bah, c'est pour notre gueule, en fait. Hein. Tu valides un mauvais smart contract, tu te fais siphonner tes fonds, tu n'as personne à qui te plaindre, en fait. Hein. La régulation ne fera rien, toi, tu as perdu ton argent et tant pis, tu vois. Alors que, à la limite, même si c'est absolument pas ce que je préconise dans tous les cas, mais si jamais ton argent, tu vois, comme ça a été le cas pour MTGOX, les personnes qui ont perdu de l'argent avec MTGOX, il y aurait une éventuelle possibilité, même si elle est relativement maigre, il y a une éventuelle possibilité à ce que ces personnes-là puissent un jour récupérer une partie ou la totalité du capital qu'ils avaient perdu à l'époque. Tu vois. Donc, il y a aussi ce côté-là, responsabilité, le niveau de compétence qu'on est capable d'avoir. Au niveau de la CeFi aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé, je suis d'accord avec toi. Moi, aujourd'hui, je l'utilise, enfin, on va dire, faire des rendements sur les plateformes centralisées, je ne le fais pas. Par contre, il y a certaines applications que j'utilise encore. Tu vois, faire des IEO sur Binance, je le fais. Typiquement parce qu'il y a un track record et un historique assez pertinent, en tout cas en termes de performance euh, sur, euh, sur ces lancements de nouveaux projets. Après, si c'est pour faire du staking ou du lending sur Binance, typiquement, je ne le fais pas. Les launch pools sur Binance, je ne le fais pas non plus. Le côté earn sur Binance, je ne le fais pas. Bref, je vais plutôt utiliser les plateformes décentralisées pour le coup parce que maintenant, voilà, j'ai un niveau de compétence sur ces aspects-là qui est plus élevé, je pense, que la moyenne. Et donc, j'ai moins peur d'aller, si tu veux, sur ces applications. Et puis, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, des fois, on n'a pas l'impression, mais on se dit, tiens, je vais bloquer mes fonds pour 90 jours sur Binance si je vais avoir un rendement, je sais pas, de 10%. On se dit, bon, bah, ça va, 10%, c'est pas non plus hyper risqué. Sauf que derrière, il y a l'image qu'on a de la plateforme et puis il y a les véritables risques qui sont pris derrière. On ne sait pas. Là, quand il y a un rendement, de toute façon, il y a un risque. Et le risque, souvent, c'est fait parce qu'ils vont faire du trading, ils vont faire même du lending avec peut-être même quelquefois du trading à effet de levier. Donc, on ne sait pas derrière le risque véritablement comment il est mesuré. Et peut-être que le risque qui est pris avec votre argent, juste sous prétexte que vous l'ayez déposé sur une plateforme d'échange, peut-être que c'est des risques que vous n'auriez jamais pris à titre personnel, parce que justement, vous vous rendriez compte que peut-être prendre un risque trop élevé pour avoir un maigre résultat de 10%, il est juste énorme. Et le corollaire de ça, tu l'as évoqué un petit peu plus tôt, c'est que pour avoir 10% de rendement, le risque, c'est de perdre l'intégralité de notre capital en cas de faillite, en cas de hack, etc. etc. Et aujourd'hui, quand on sait comment fonctionnent les plateformes décentralisées, en se formant clairement un petit peu, on est capable de faire bien mieux en ayant aussi beaucoup moins de risques. Quoi. Ouais, tout ça. Après, je voulais quand même préciser par rapport à ce que tu as dit. Là, c'est plus la CeFi. Ce que j'entends par CeFi, c'est obtenir des rendements sur les crypto-monnaies sur une plateforme centralisée. C'est Mmh. pas les exchanges en général, comme tu as dit. C'est effectivement, il y a des très bonnes, même sur CoinList, voilà, des plateformes centralisées qui lisent des ICO. Si le projet est intéressant, si la plateforme est sérieuse, pourquoi pas y aller? Il y a des rendements à faire. Le onboarding, bon, mais oui, dans la grande majorité des cas, on va devoir passer par un exchange. Je parle vraiment, c'est une fois qu'on a ces cryptos, qu'est-ce qu'on en fait, où c'est qu'on les stocke, et si on veut mettre en place des stratégies de rendement, où c'est qu'on les fait. Et c'est cette partie-là de la CeFi voilà, que je critique un peu. Et c'est vrai aussi qu'il faut, pour compléter, au niveau, quand on investit aussi, il faut penser que dans quoi on investit et pourquoi on le fait. C'est-à-dire que mettre ses bitcoins sur Celsius pour obtenir même peut-être moins de 10%, ben, c'est pas fait pour. Si vous voulez du rendement, il y a des crypto-monnaies, il y a des projets qui permettent de le faire en prenant beaucoup moins de risques. Mais c'est vrai que Bitcoin, à la base, c'est pas fait pour obtenir du rendement. Et donc, du coup, les gens, ils se disent, je vais acheter du Bitcoin. Et après, ils se disent, mais tiens, mais comment. C'est vrai, maintenant j'ai mon Bitcoin. Et en gros, il faut que j'attende que le prix monte avec voilà peut-être bon la dernière fois ça date un peu 200% annualisé ou là on sera peut-être à 150% 120 j'en sais rien annualisé mais un rendement annualisé qui est quand même supérieur à toutes les classes d'actifs mais les gens on se dit et moi le premier on se dit une fois que j'ai eu ça
est-ce qu'il n'y aurait pas moyen quand même d'aller gratter un petit peu plus de rendement, même si c'est 10% annualisé et même si c'est laissé mes clés privées. Et c'est là où, au final, moi, j'ai fait quand même, j'ai pas mal avancé sur ce sujet-là, justement, avec tout ce qui s'est passé, où je me dis c'est plus rentable, en fait. Si j'ai du Bitcoin, c'est pas forcément pour faire du rendement récurrent, comme ça peut être le cas pour d'autres projets. C'est plus pour la vision future, voilà, parce que je sais qu'au niveau prix dans le futur, ça sera sûrement plus élevé. Après, les multiples, on ne sait pas quand, on ne sait pas, mais c'est plus dans une vision très long terme. Et donc, du coup, si on s'est dit que c'est pour acheter une stratégie long terme et qu'on sait que l'actif dégage pas du rendement parce que c'est pas fait pour, à la base, ça n'existait pas, toute la DeFi, toute la partie rentabilité, du coup, j'investis là-dedans, mais j'accepte aussi ce côté-là et du coup, je prends pas de risque, je le stocke à froid et c'est tout, quoi. Et après, si j'ai envie d'aller chercher du rendement, j'investis dans des projets qui permettent de le faire. Alors après, bon, faudra voir aussi. Je pense que pour le prochain bull run, il y aura un petit peu le côté DeFi qui va évoluer et je regarde pourquoi pas des projets qui permettent dans tous les cas de garder sa clé privée, par exemple à travers de Vault, donc des protocoles qui ont aussi pas mal de soucis de lending ou de séquestrer, de mettre sous séquestre des crypto-monnaies pour un certain temps ou sous contrat contre l'échange de notre token. Donc là, il y a toute cette technologie des Vault qui est apparue et à voir comment ça se passe parce qu'il y a le thème des liquidations et il faut bien collatéraliser, je vais y arriver. Mais il y a des moyens maintenant d'obtenir des rendements de manière beaucoup plus sûre ou dans tous les cas, de garder sa clé privée, c'est-à-dire d'avoir le contrôle en tout moment de son argent. Ça veut dire si j'ai envie de rembourser l'argent dans le Vault, de récupérer mes cryptos, je peux le faire. Si j'ai envie, c'est un smart contract, c'est décentralisé idéalement. Mais dans tous les cas, c'est moi qui ai la clé privée et je peux rentrer et sortir du protocole quand je veux. C'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui peut me séquestrer mes cryptos. Et même, ce serait que Binance, des fois, ils suppriment des projets. Ils te disent, mais là, en ce moment, cette chaîne-là, tu ne peux plus l'utiliser pour faire les retraits. Donc, si c'est dans le VM, tu peux toujours t'en sortir. Bon, tu vas utiliser Ether, tu vas prendre plus de fees. Mais si c'est un projet qui est sur son mainnet et qui n'est pas EVM compatible, comment tu fais? Du coup, tu as tes cryptos sur la plateforme, tu ne peux pas les sortir. Il peut se passer quoi que ce soit au niveau de la plateforme en général. Du jour au lendemain, tu travailles le matin, ton exchange, pour des raisons, machin, on supprime tous les retraits pour un temps, pour une partie, peut-être dans le futur, on vous rendra l'accès aux cryptos. Et c'est vrai que toute cette partie investissement sur les plateformes centralisées, pourquoi pas. Et après, le rendement, moi, c'est quelque chose que comme j'ai déjà dit, où j'ai bien évolué et je me dis, ça sert à rien, quoi. C'est trop risqué. C'est pas que ça sert à rien, mais c'est trop risqué. Le risque rendement est pas acceptable, quoi. C'est pas pour mettre en jeu les sommes pour aller toucher 10%. Des fois, tu peux même gagner plus. Tu vois, sur Binance, tu as des trucs, des fois, tu peux les loquer, tu peux gagner du 60 à 90% de rendement sur 90 jours sur certains tokens. Sur 90 jours, donc tu peux te dire, sur 90 jours, tu peux le faire et ça dépend des tokens, encore une fois. Mais en fait, c'est un côté simplicité. La plupart du temps, les gens qui vont utiliser ce genre de service, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête et surtout qu'ils ne sont pas suffisamment formés. Ils se disent, c'est simple, je clique sur un bouton, je gagne de l'argent. Du moment où tu es un petit peu formé, de toute façon, tu te rends compte que tu as la capacité de faire bien mieux avec beaucoup moins de risques. Donc, c'est toujours pareil. Ça dépend où est-ce qu'on met le curseur. Mais la plupart du temps, c'est moi, c'est ce que j'ai remarqué par expérience aussi, c'est que les gens, ils l'utilisent par simplicité et juste parce que, en général, c'est des débutants, ils ne se sont pas suffisamment formés au reste et qui ne se sentent pas la capacité de pouvoir passer à travers cette barrière technologique, comme par exemple l'utilisation de MetaMask, des transactions qui restent bloquées en pending, savoir la débloquer aussi. Enfin, il y a des trucs qui sont chiants quand tu fais vraiment de la DeFi et tout. On pourra peut-être faire des vidéos à ce sujet-là, mais il y a pas mal de casseroles aussi que tu vas avoir si jamais tu veux faire les manipulations tout seul, quoi. Ouais, après, c'est sûr, mais c'est vrai que du coup, encore une fois, c'est recadrer pourquoi tu investis dans la crypto-monnaie. Parce qu'il y a beaucoup, ils se disent, voilà, j'investis pour devenir riche rapidement, sans risque et si possible dans le mois qui vient. Et ou alors sans trop me former, mais du coup, c'est vrai que c'est pas compatible. C'est un peu vidéo, c'est pas forcément. J'ai rien contre les gens qui font de la CeFi ou qui utilisent les exchanges et tout. Mais c'est vrai que ça me fait un peu rager, moi, de voir des personnes qui se font avoir bêtement, qui perdent leurs fonds sur des choses qui auraient pu être totalement évitables. Personnes qui perdent des bitcoins qu'ils avaient depuis 3 ans, qu'ils ont achetés sur FTX, qui l'ont pas sorti,
ou qu'ils ont tout mis sur Celsius sans ne serait-ce que diversifier un petit peu ces plateformes, pourquoi pas, mais dans tous les cas, diversifier. Mais bon, il y en a qui ont fait des courbons gagnants aussi, hein. Il y en a qui sont tombés, qui avaient diversifié sur BlockFi, Nexo et voilà, Celsius. Nice. voilà. Donc même FTX. FTX, il y en a qui avaient sur Celsius, qui avaient ils sont passés, ils avaient diversifié sur 3-4 plateformes et bon, malheureusement c'était le tiers second et plus, ils ont tout perdu. Bon, il y en a pas beaucoup, mais ça peut arriver et du coup c'est vrai que c'est un peu bête, tu vois, d'investir sur du Bitcoin pour se le faire voler par des acteurs malhonnêtes pour essayer d'avoir un 10% par an. Tu vois, c'est essayer de recadrer le cadre, voir sur le long terme quels sont éventuellement les rendements qu'on peut attendre. Bon, après, voilà, il faut être raisonnable aussi. On a fait une vidéo sur avoir des attentes raisonnables. D'ailleurs, vous pouvez la regarder. Mais dans tous les cas, c'est recadrer pourquoi on fait les choses et se dire, voilà, si j'investis là-dedans pour le long terme et qu'il n'y a pas de rendement, mais j'accepte ça et je ne vais pas aller mettre ça en péril. Si j'ai vraiment une stratégie sur le long terme, dans 4, 5 ans, voire 10 ans, je ne vais pas mettre ça en péril à donner à un acteur malhonnête voilà, qui sait pas forcément le gérer mieux que moi en plus, parce que au final, des gens qui tout simplement ont holdé sur une très longue période, ils ont obtenu des rendements bien supérieurs, comme tu l'as dit, à des gestionnaires de fonds qui savent pas forcément, qui sont toujours dans l'actif, toujours dans le leverage, et au final qui perdent plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Et des fois, la meilleure chose à faire, c'est de rien faire, c'est juste attendre le prochain cycle, si vous avez investi sur le bon actif, et pas les mettre en jeu potentiellement des x2, x3, x4, donc des 200, 300, 400% pour un 10% annuel. Ça me paraît un peu, voilà, il faut remettre ça aussi en perspective, que si réellement vous attendez ne serait-ce qu'un x2, un x3, donc un 200, 300% sur les 3-4 prochaines années, qui est exceptionnel dans le monde de l'investissement, il faut bien aussi recadrer ça, c'est quand même dommage de mettre ça en péril contre un 10% qui n'est pas, au final, qui est pas assuré pour Ouais, dessous, puis quoi. c'est super important ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il faut mettre en perspective par rapport à ce qui se fait dans la finance traditionnelle. Tu as même du 10% en termes de rendement sur des revenus passifs crypto, on se dit putain, c'est de la merde. Je peux faire plus, je peux faire du 60%, je peux faire du 350% annualisé en APY. Ça existe sur certains pools de liquidité si tu arrives tôt sur certains protocoles, et même sur certains, tu peux même monter bien plus haut. Il y a eu des masternodes qu'on avait fait avec Mickaël à l'époque où sur les 3-4 premières semaines, tu pouvais être sur du 3000% d'APY. Ça existe. Par contre, on est d'accord que le risque, là, il est exponentiel, que la plupart du temps de ces projets-là, ça dure quelques jours, quelques semaines, soit tu te fais rug pull, soit le projet ferme, ou tu peux plus retirer tes fonds. Enfin, voilà, il y a des risques qui sont démesurément élevés. Et je pense que le plus important, c'est vraiment de mettre en perspective les rendements qu'on a dans la crypto par rapport à ce qui existe dans la finance traditionnelle. Du 10% annualisé en investissant, par exemple, sur des ETF type S&P 500, c'est une bonne performance. Tu vois, faire du 10% annualisé sur 10, 15, 20, 30, 40 ans, c'est énorme en termes de performance. On ne compare pas Warren Buffett, qui est l'investisseur, on va dire, le meilleur de tous les temps. Il a fait plus de 35% annualisé sur des dizaines et des dizaines d'années. Alors, d'accord, on parle de Warren Buffett avec son fonds Berkshire Hathaway, mais dans la crypto-monnaie, si vous faites, on va dire, du 10% annualisé, si vous le mettez en lien avec ce qui se fait dans la finance classique, c'est déjà énorme. Donc, en fait, il y a une décorrélation totale avec les rendements qu'on a dans la crypto. Quand on fait un x10, un x20 ou un x30, on est dégoûté. On se dit, putain, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire un x50 ou un x100 ou même un x1000. Et c'est ce que la majorité des gens recherchent. Alors que là, quand on recherche justement ce genre d'opportunité, on a tellement plus de chances de perdre l'intégralité de notre capital et de repartir de zéro. Alors que si on voit la crypto-monnaie comme étant un moyen, par exemple, pour extraire une certaine performance de marché, de se dire, bah, je comprends que je ne peux pas acheter au plus bas, que j'ai très peu de chances que j'achète au plus bas et que je revende au plus haut, mais que l'idée, c'est de gagner de l'argent et qu'à partir du moment où j'ai gagné de l'argent et que j'ai extrait une performance du marché, si je vois ça sur le long terme, j'ai beaucoup plus de chances de développer mon capital et d'avoir des résultats intéressants dans les prochaines années, plutôt que de faire du gambling. Parce que ce n'est pas la même chose de gagner 10% sur 500 euros que de gagner 10% sur 5 millions. Voilà, les sommes ne sont pas du tout les mêmes. Et plus vous allez avoir un capital important, plus vous allez le préserver et plus vous allez faire en sorte d'extraire une performance du marché pour développer votre capital, moins vous serez obligé d'avoir et de rechercher en tout cas des performances démesurément élevées et plus vous pourrez aussi limiter votre risque. Parce que justement, le capital sera tellement gros que vous n'aurez plus besoin d'aller chercher des multiples aussi élevés que la majorité des débutants essayent de faire.
La majorité Mmh. des débutants, ils investissent 1000, 1500 euros. Pour eux, le seul moyen d'être riche, c'est de faire un fois 100 ou un fois 1000. Donc, ils vont faire du gambling, ils vont faire ça. Et donc, en fait, au lieu de trouver une stratégie, une méthode qui va te permettre de passer peut-être de 1500 à 2000 et à 3000, par exemple, et puis après, d'extraire une performance et d'essayer de faire, par exemple, de l'entrepreneuriat, de l'investissement, etc., pour créer de la valeur et augmenter son capital tout en mesurant le risque, justement, ces personnes-là vont faire du gambling, vont peut-être gagner une fois, deux fois. La troisième fois, ils vont perdre l'intégralité de leur capital. Ils ont perdu leur outil de travail qui est en fait leur capital. Hein. Si derrière tu as zéro, tu vas devoir rebosser pour recréer ton capital. Et c'est pas comme ça en réalité qu'on devient riche et qu'on atteint la liberté financière. La richesse et la liberté financière, c'est un processus. Ça prend du temps. Souvent, c'est même fastidieux. C'est des processus qui sont chiants, qui sont longs, mais c'est comme ça qu'on arrive à atteindre des résultats intéressants. Et c'est pas juste en se disant je fais du gambling, parce que ça peut marcher une fois, ça peut marcher deux fois, ça peut marcher trois fois, mais sur la durée, ça ne marchera pas et tu as beaucoup plus de chances de finir complètement broke que d'arriver à préserver ton capital sur le long terme. Après, ouais, c'est peut-être pas l'objectif de toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, mais c'est vrai que c'est important aussi pour ceux qui est le cas de prendre bien conscience de ça. Et aussi, je voulais revenir parce que c'est intéressant pour faire aussi le parallèle avec le monde de la finance traditionnelle. C'est-à-dire que si, vous vous doutez bien que, comme on l'a dit, c'est des actifs qui dégagent pas de rendement. Donc, par exemple, on parle de Bitcoin, on parle des stablecoins aussi, parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui proposaient des rendements euh, élevés au final pour le type d'actif que c'est de vous donner du 10%. Et c'est vrai que les gens, ils y croyaient pas au final sur Celsius. Ils disaient, mais du 10% sur du stablecoin, il n'y a aucun produit bancaire qui me donne 10% sur mes euros. Et du coup, il faut revenir à la notion de gestion de risque. Vous vous doutez bien que pour obtenir ce rendement, quand vous déposez un actif qui ne génère pas de rendement, au final, vous leur donnez accès à un actif, mais genre, un stablecoin ou un bitcoin, ça ne génère pas de rendement, il n'y a pas de yield, il n'y a rien, ils ont juste Mmh. actif et c'est tout. Donc, du coup, pour aller vous donner à vous ces 10%, eux, les plateformes centralisées vont devoir aller chercher ce rendement quelque part. Et ce qu'on s'est rendu compte et ce qui continue de se vérifier, c'est qu'ils utilisent des stratégies mais risquées, mais c'est même plus risqué, c'est des trucs, c'est de la folie, quoi. Ils font des paris hyper risqués avec des effets de levier, c'est-à-dire des choses à vous où vous serez arrêté 3 niveaux avant, quand vous aurez dit non, moi, déjà je fais pas, j'ai pas envie de faire un trading, j'ai pas envie de faire du trading à effet de levier, j'ai pas envie de prendre autant de risques avec mes actifs, et du coup, on se rend compte que la gestion du risque au final et ses rendements, et comme tu l'as dit, peut-être qu'ils vont aller utiliser des pools de trading, des choses hyper risquées pour essayer de pouvoir euh, apporter ces rendements qui sont beaucoup plus importants que dans le monde traditionnel. Mais au final, les méthodes pour obtenir du rendement, voilà, il y a de l'investissement, du trading, il y a des choses comme ça, et ils sont obligés d'utiliser eux. Et Mmh. parfois, vu la base d'utilisateurs et les milliards qu'ils doivent donner chaque année en rendement sur des choses qui ne dégagent pas de rendement, c'est-à-dire que le risque qui doit être pris pour dégager ce rendement qui peut paraître faible en crypto, mais qui est plus important que les actifs traditionnels, voilà, c'est bien qu'on comprendre cette notion de risque derrière, que toutes les plateformes, au final, ont pris des risques, mais inconsidérés. Enfin, la stratégie, souvent, ce qu'ils font d'ailleurs, c'est qu'ils prennent les fonds utilisateurs et ils les mettent dans des stratégies de trading, ils se prêtent avec des fonds d'investissement, ils font l'effet de levier. Et encore une fois, sur le post-mortem de ce qui s'est passé, mais jamais, je pense que les Mmh. utilisateurs auraient voulu faire ça, se lancer dans des stratégies, même Celsius, il y a Machinsky qui avait repris la stratégie trading, perdre 400 millions de dollars en une journée, ce qui s'est passé entre FTX, Alameda, utiliser les fonds utilisateurs pour aller rembourser des prêts qui avaient été perdus sur des effets de levier. Et au final, c'est le cercle vicieux, quoi. Il y a des milliards qui ont été perdus sur un prêt risqué avec des très hauts taux de rendement, du coup. Et c'est un peu, au final, ce qu'on reproche au trading. Donc, il y a moyen de le faire, de gagner de l'argent, mais pas pour. Ouais, pas commencer par du trading dans tous les cas, parce qu'il y a toujours un peu ce côté du débutant, derrière j'ai perdu de l'argent, je vais me refaire, et au final c'est servicieux où on perd tout C'est le l'argent, pire, ça. C'est le pire. et, Quand tu perds de l'argent, que tu veux récupérer en utilisant plus de risques, plus d'effets de levier, en empruntant de l'argent, il n'y a rien de pire. Rajouter du stress sur une situation qui est déjà stressante, c'est juste pas possible. Et ce qui était marrant avec justement Alameda, je crois que ça s'appelait Caroline, la femme là, qui était Caroline, ouais. chargée de gérer le risque, elle te disait que sur une interview, ça m'avait fait rire. C'était celle qui, du coup, qui était la manager du risque, tu vois, le management du risque. Elle te disait, moi, de toute façon, quand je fais du trading, j'utilise pas de stop loss. Tu dis, mon gars, genre, elle gère ton argent, mais tu sais, je te dis, putain, c'est fou. C'est des gens qui gèrent des milliards. Et n'importe quel professionnel du trading, tous ceux qui gèrent vraiment beaucoup d'argent, les institutionnels, etc., te diront tous que le risk management, la gestion de ton risque est un point qui est crucial et que l'utilisation des stop loss, c'est un point qui est fondamental, tu vois. Parce que oui, tu as peut-être des conformations graphiques, des patterns qui peuvent te permettre d'avoir un ratio risque par rapport au rendement que tu peux avoir qui est
plus élevé. Donc, tu peux y aller, mais tu as forcément une limite de te dire, voilà, je vais par exemple dans ce trade mettre 0,5% du capital ou 0,25% ou 1%, peu importe par rapport à la limite que tu vas faire. Mais là c'était juste dingue. Et pour autant, c'est des gens qui géraient des milliards, tu vois. Tu n'es pas en train de dire c'est le pécor du coin qui a 3 000 euros à investir. Et voilà, tu vois, c'est vraiment des gens qui étaient censés être professionnels, qui étaient chargés de gérer des milliards de fonds et qui derrière te disent, bah, moi, t'inquiète pas, j'ai des compétences dans le management et dans la gestion de risque. Moi, le stop loss, je le fais pas. C'est pour les noobs. Ça marche très bien. Ouais, c'est Et ça, mais c'est pareil, la stratégie de trading, tu te rends compte, c'est des personnes qui n'étaient pas expérimentées, qui étaient mis à la tête de divisions, qui géraient des milliards. Du coup, ça pose un peu Et puis ce la qu'ils ont fait question. en Là. plus chez Celsius, c'est qu'ils avaient déposé des fonds chez Encore. Eux, faut pas se leurrer, hein. Quand ils te disent ouais, sur les stablecoins, je fais du 10% par exemple sur de l'UST. À l'époque, je sais plus combien ils proposaient comme rendement sur de l'UST. C'était du 10 ou du 12% sur l'UST si tu étais payé en sell. Faudrait contrôler, mais peu importe. Sur Encore, à l'époque, tu étais capable d'avoir jusqu'à 20%. Je crois que c'était du 20% au début sur de l'UST. Donc en fait, ils n'étaient pas cons, hein. Ils prenaient l'UST des utilisateurs, ils le mettaient sur Encore, ils gagnaient du 20%. Les 12% entre guillemets, ils les reversaient à l'utilisateur, les 8% restants, ils les gardaient pour eux. Sauf que quand il y a eu un problème avec Encore et l'UST, pas suffisamment de liquidité, pas suffisamment de fonds pour pouvoir les retirer. Là, ça a été la décadence et la chute aux enfers, justement pour eux. Parce qu'ils avaient placé trop d'argent sur ce genre de protocole. Tout le monde a essayé de retirer l'argent au même moment. Après, il y a eu le DPEG de l'UST. Et donc, voilà. Derrière, il ne faut pas se leurrer. Les gens qui gèrent vos fonds au niveau de la CeFi, font pas souvent des stratégies qui sont plus difficiles que ce que vous êtes capable de faire à titre perso, hein. Quand Celsius déposait de l'argent sur Encore, avec un minimum de connaissances, vous étiez capable de le faire, hein. Et pour autant, vous n'auriez pas eu du 12%, vous auriez eu du 20%. Alors peut-être que vous seriez fait rect aussi comme les autres si vous n'aviez pas retiré l'argent à temps, mais néanmoins, derrière, ce qu'ils font, c'est pas, je pense, extrêmement compliqué dans le sens en termes de stratégie de DeFi ou de farming, quoi. Ouais, et après, il y a cette partie-là et la stratégie trading qu'ils mettent en place parce qu'ils sont un peu Mm. obligés. Et là, il faut savoir aussi que la majorité des traders, des amateurs, entre guillemets, perdent de l'argent, mais les professionnels perdent aussi beaucoup d'argent. Il n'y a pas vraiment de. Il y a même si beaucoup de firmes de trading qui perdent énormément d'argent, qui ferment boutique, et il y en a vraiment très peu qui sont capables de mettre en place des stratégies long terme, ou alors c'est qu'ils ont des avantages un petit peu comme Citadel avec Robinhood, où il y a eu des ventes des carnets d'ordre, du coup ils ont vraiment un avantage compétitif par rapport à la concurrence du fait de leur poids, c'est-à-dire qu'ils sont tellement gros, ils ont les serveurs placés sur l'exchange, en hosté directement, ils ont en plus Robinhood qui leur vend le carnet d'ordre, donc déjà ils ont peut-être 10-15% des ordres du marché pour voir un petit peu la tendance, pour faire du front-running, ils ont en plus envoyé des ordres pour scanner, pour repérer les whales petit à petit, donc vous doutez bien qu'ils ont des stratégies qui ne sont pas forcément à la portée même d'entreprises, de start-up CeFi, qui peut être dans la crypto-monnaie. Vous doutez bien que ces entreprises traditionnelles, on va dire, mais qui sont anciennes, qui sont leur cœur de métier, c'est vraiment le trading. Vous doutez bien qu'ils ont des moyens et aussi au niveau des fonds, c'est-à-dire equity market, je crois que c'est 80 trillions. La crypto, voilà, au pic du pic, on était à 3 trillions. Donc, c'est des gens qui ont une puissance sur cette partie trading que n'ont pas les nouveaux acteurs. Donc, si peu qui mettent en plus des gens qui ne sont pas forcément formés à la tête de ces divisions-là, ben c'est forcément la recette de la catastrophe, quoi. Donc, il faut avoir ça en Qui tête. gagne de l'argent dans la crypto? Si tu regardes, qui gagne de l'argent dans la crypto? Tu as les holders, tu as les plateformes d'échange et tu as les fondateurs de projets. Ceux qui se font le plus rect dans la crypto, c'est les traders. Voilà, tu ne vas pas chercher plus loin, hein. Tu as une infime minorité qui arrive à vraiment gagner de l'argent. Et là, souvent, on va s'orienter plutôt auprès des professionnels, des gens qui font ça depuis 20 ans, 30 ans, voire plus, qui se sont pris énormément de gamelles et qui vont utiliser la crypto, la volatilité de la crypto pour gagner de l'argent. Mais l'écrasante majorité des particuliers qui font du trading de crypto, et surtout en plus avec de l'effet de levier, c'est des gens qui se font annihiler, qui perdent l'intégralité de leur capital. Et en plus, les personnes qui font la promotion de ce genre de service en proposant leurs liens Bybit, Femex, etc., ces youtubeurs, c'est des gens qui gagnent de l'argent sur le dos des particuliers théoriquement qui, eux, perdent de l'argent. Parce que si les particuliers ne perdent pas de l'argent en utilisant leurs liens, eux, ils n'en gagnent pas de toute façon. Donc souvent, ils vont vous montrer un trade, en plus souvent qui sont en virtuel, qui n'est même pas en réel, avec de l'argent et qu'ils n'ont absolument pas déposé en vous disant j'ai gagné de l'argent, regardez, ça marche bien,
prenez mon lien Femex ou mon lien Bybit, toi tu vas l'utiliser, tu vas te faire défoncer parce que tu vas faire un effet de levier, je sais pas, x5, x10, peu importe, et tu vas te faire éclater. Même ceux qui ont shorté à l'époque Luna, hein, l'UST, quand il y a eu des pegs, il y a eu en l'espace de quelques jours, il y a eu un drop 3 fois de moins 95%. Et bien même ceux qui ont shorté le marché sur cette période, beaucoup ont perdu de l'argent parce qu'il y a des mèches qui remontaient. Il y avait une volatilité qui était tellement énorme. Donc même si tu shortais, en fait, tu as eu une mèche qui remontait de 20, 30, 40, 50% dans la journée pour après redescendre. Donc en fait, tu te faisais liquider avec la mèche et paf, à la baisse, en fait, tu n'étais plus présent parce que tu t'étais fait liquider. Donc, il faut d'ailleurs vous rendre compte du niveau de risque que vous avez, au niveau de la gestion que vous voulez avoir. Et je ne suis pas en train de dire que le trading, c'est de la merde, que vous ne pouvez pas gagner de l'argent. Bien évidemment, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et des gens qui sont très bons là-dedans. Et après, regardez la vérité en face. Est-ce que vous, en ayant fait un mois de trading, en ayant suivi 3 vidéos sur YouTube avec des gens qui chillent leur lien Bybit, est-ce que pour vous, c'est le meilleur moyen pour atteindre l'indépendance et la liberté financière, tu vois? Je ne suis pas convaincu. Ouais, et puis aussi, voilà, c'est pareil, pour finir un peu cette vidéo, les acteurs centralisés qui utilisent ces méthodes-là, ils sont pas formés. En général, ils sont un peu plus formés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont compétents et qu'il y a forcément du succès. Donc, pour fermer sur la CeFi, ouais, je pense que vous aurez compris notre opinion. On n'est pas au plus forcément pour, même pour une partie. Et c'est un appel à se former, à réfléchir un peu à vos stratégies d'investissement, pourquoi vous faites les choses, se former un petit peu. Et je pense qu'il y a moyen au final, gagner plus d'argent en prenant moins de risques que d'utiliser ces plateformes. Donc voilà, on va vous laisser sur ces mots de la fin. Donc je vous mets dans la description le lien de la chaîne de Thibaut. Donc si vous voulez aller acheter un coup d'œil, donc il parle plus entrepreneuriat, finances personnelles, voilà, liberté financière aussi en général. Je sais pas si Investissement, ouais. C'est entrepreneuriat, finances personnelles et investissement. Donc voilà, je mettrai le lien dans la description. Il publie pas mal de contenu, donc c'est complémentaire. Allez jeter un coup d'œil. Et si ça vous plaît ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et me le dire en commentaire, si ça vous plaît ou pas d'ailleurs. Et je vous mets aussi un dernier lien vers mon e-book. Donc pour ceux qui souhaitent justement apprendre un peu plus sur les fondamentaux, comment bien débuter dans la crypto-monnaie, n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Et donc nous on vous laisse et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.